Bonjour et bienvenue au ROM. Je m'appelle Julie Thomé, enseignante en sciences au ROM. Je suis ravie que vous ayez pu vous joindre à nous aujourd'hui pour cette conférence en ligne. Le ROM reconnaît que le musée est situé sur les terres ancestrales des Wendat de la Confédération des Haudenosaunee et de la nation Anishinaabeg, y compris la Première Nation des Mississaugas de Credit, et qu'il occupe ces terres depuis la nuit des temps. Le programme aujourd'hui met en lumière le rôle essentiel de la photographie dans le cadre des programmes de recherche sur le terrain du ROM et les façons dont les images peuvent être utilisées pour diffuser la science à travers l'art. Ce programme s'inspire de l'exposition Le photographe naturaliste de l'année, conçue par le Natural History Museum London, le musée d'histoire naturelle à Londres. Aujourd'hui, nous vous ramènerons avec nous dans les Rocheuses canadiennes, où nous explorerons le travail des scientifiques du ROM et la façon dont ils et elles le documentent à l'aide de la photographie. Je vous invite à soumettre vos questions et vos réflexions via la fonction de questions-réponses pendant le programme, et nous ferons de notre mieux pour y répondre au cours de celui-ci. Je vous invite à accueillir Jean-Bernard Caron, conservateur Richard M. Ivy de la paléontologie des invertébrés au ROM. Fasciné par les fossiles dès l'enfance, il supervise présentement les recherches sur le célèbre gisement de schiste du Burgess, datant de plus de 500 millions d'années, dans les montagnes rocheuses de la Colombie-Britannique. Le ROM mène des recherches sur les schistes de Burgess depuis 1975 et ces collections qui sont détenues en fiducie pour Parc Canada sont les plus importantes au monde. Jean Bernard dirige régulièrement des expéditions estivales sur le terrain pour explorer de nouvelles zones et récupérer les fossiles de type schiste de Burgess. Et il partagera une partie de ce travail aujourd'hui. Bonjour, Jean-Bernard. Bonjour Julie et merci pour cette très jolie introduction. Et bonjour à tous pour cet événement d'aujourd'hui. On va parler de photographie. Je vais partager mon écran Oui, et je vais vous montrer donc quelques photos aujourd'hui de nos travail sur le terrain. super. Voilà. Ben, écoutez, en tout cas, c'est un grand plaisir de vous avoir ici. Merci, c'est un grand plaisir de vous avoir avec nous. Pouvez-vous nous parler un peu de la recherche que vous faites? Où est-ce que vous trouvez les fossiles et pourquoi sont-ils importants? Alors, pour répondre à cette question, oui, je vais d'abord vous montrer un paysage. C'est un paysage c'est une photo qui a été prise de la carrière Walcott des schistes de Burgess en Colombie-Britannique. Comme Julie, tu l'as dit, on fête les 50 ans de recherche du Musée Royal de l'Ontario sur ce site mythique. Non, c'est un site qui nous permet de mieux comprendre en fait l'origine des animaux. Ça, c'est pour vous donner une idée un peu de l'ancienneté de ces fossiles, hein. Ils ont à peu près 506 millions d'années. Ils sont bien avant les premiers dinosaures, au moins 270 millions d'années avant les premiers dinosaures. Et donc, ce sont des fossiles qui sont très importants pour cette histoire. Et ces fossiles qui se retrouvent en Colombie-Britannique, à la frontière avec l'Alberta. La plupart des sites sont connus dans le parc national de Yoho. Donc, ce sont des parcs qui sont gérés par les parcs Canada, par Parc Canada. Et les collections donc, aussi que l'on a ici au musée appartiennent au parc canadien. Euh, voilà, donc ça, c'est juste une petite collection de, de fossiles qu'on a trouvés qui sont au musée. Ce sont des photos que j'ai prises ici au musée. Euh, mais aujourd'hui, je vais vous parler plutôt du travail que l'on fait sur le terrain. Donc, je vais vous montrer des photos
de paysages, d'animaux et de fossiles que l'on trouve sur le terrain. Mais pour vous dire aussi qu'il y a toute une dimension de la photographie qui se fait ici dans le musée avec des équipements un peu spéciaux. Des fois, on met les fossiles sous l'eau avec des angles de lumière un peu particuliers ou des filtres polarisants pour permettre de mieux voir certaines caractéristiques de ces animaux euh, pour la recherche. Et donc, ça, c'est une représentation aussi de la faune hein, qui vivait à l'époque cambrienne, il y a plus de 500 millions d'années, la faune des schistes de Burgess. OK, merci. C'est fascinant. Quelle caméra utilisez-vous pendant votre travail de terrain? Alors, les caméras, ouais, elles sont très très simples, les miennes, parce que en fait, c'est des caméras de poche. Là, ce sont deux modèles que j'utilise. La caméra Sony à gauche, là, c'est celle que j'utilise actuellement. Euh, je ne fais pas de sponsoring là, pour les marques, là. Mais disons que l'avantage de ces caméras, c'est qu'elles sont de poche et puis nous permettent de zoomer sur euh, des, des, des fossiles ou des caractéristiques du paysage que l'on veut capturer. Et donc, mais je sais à cette époque, on utilise beaucoup de caméras d'appareils de téléphone, par exemple, hein. Moi, je n'ai pas un appareil de téléphone avec une caméra. Donc, j'utilise cette caméra. C'est un peu classique, mais disons que ça me permet de faire beaucoup de choses avec. Oui, et très portatif aussi. Tout à fait. Oui. Décrivez pour nous le paysage où vous effectuez votre recherche. Alors, les paysages. Bon, ce sont des paysages merveilleux. Vous voyez déjà une vue ici d'un des sentiers qui mène à une des carrières de fossiles les plus connues. Donc, le long de sentier, on voit on voit des lacs, par exemple, avec cette couleur un peu turquoise. La couleur est due au fait qu'il y a des particules de sédiments qui se retrouvent dans l'eau qui vient en fait, de la fonte de glaciers qui entraîne des particules d'argile très très fines. Et avec la réflexion et la lumière, ça fait une couleur un peu turquoise comme ça. Et quand vous revenez sur ce paysage, sur cet endroit-là, l'après-midi, vous verrez plutôt un lac qui ressemble à du lait, en fait, avec beaucoup plus de sédiments. Il y a aussi donc des glaciers, hein. Je vous parlais de ces glaciers là, où c'est là où viennent donc ces rivières qui alimentent le lac. Ce lac-là, il s'appelle le lac Emerald dans le parc national Yoho. Euh, on voit évidemment, il y a beaucoup de lacs assez sauvages, hein. On va dans des endroits où aussi il n'y a pas beaucoup de sentiers et ça nous permet de voir des endroits qui sont comme ça intacts, hein, protégés par les parcs canadiens. Et donc, on est dans des zones montagneuses, hein. La plupart de notre travail se déroule à environ 2500 mètres d'altitude. Donc, nous, on n'est pas à la base de la vallée, comme vous voyez là. Il y a une rivière à la base, c'est à peu près à 1500 mètres, là, la rivière. Et nous, on est à peu près 2500 mètres, là. Alors des fois, surtout actuellement, on est à la merci de feux de forêt, à l'été surtout, quand il est très sec. Vous voyez donc un nuage de fumée ici qui est dû à des incendies qui se trouvaient pas très loin de nous, là, environ 40 km au sud où on était. Et puis des fois, le problème, c'est que la fumée, elle peut être transportée de très loin ou de très près aussi, mais dans la plupart du temps, c'est des incendies qui se retrouvent pas seulement dans les parcs nationaux, mais qui peuvent se trouver dans le territoire du Yukon, peut-être aux États-Unis, et les nuages de fumée s'étalent dans des dimensions énormes dans la Colombie-Britannique, dans l'Alberta, et même jusque dans l'Ontario. Et des fois, donc, c'est difficile de faire le travail. On voit pas trop le paysage très, très clair ici, là. Vous voyez un de mes collègues qui travaille sur le flanc de la montagne. Et puis, un autre problème, c'est le brouillard, des fois, hein, qui nous empêche par exemple, à utiliser l'hélicoptère pour faire certaines parties de nos missions. Et puis, surtout, avec le brouillard, ben, on ne voit pas grand-chose, surtout les fossiles. Nous, on a besoin du soleil pour voir les fossiles. On a besoin que ce soit sec aussi pour la sécurité, pour pouvoir ne pas glisser sur les dalles de roche. Alors, des fois, quand il y a un temps comme ça, là, on reste dans le camp.
Et surtout, on reste dans le camp quand il y a de la neige. Alors, ça peut être étonnant pour certains d'entre vous qui ne connaissaient peut-être pas les montagnes rocheuses l'été, mais en été, vous pouvez avoir des chutes de neige à tout moment, à tous les jours de l'été, vous pouvez avoir des chutes de neige. Mais comme vous voyez bien là, la zone de chute de neige est assez élevée, hein. Si vous êtes dans la vallée, il n'y aura pas de neige, mais un peu plus haut dans la montagne, là où on est, ben, des fois, on a des grosses précipitations. Dans ce cas-là, on n'a pas eu de dommages de tente, mais des fois, et c'est pour ça qu'on a aussi des équipements adaptés, hein. C'est des tentes 4 saisons qu'on utilise pour nos recherches l'été dans les montagnes rocheuses. Et donc là, on en profite dans la tente pour faire du chocolat au lait, boire du café, faire des toasts, essayer de se réchauffer au mieux qu'on peut. Euh, et puis d'attendre que le soleil arrive avec des très beaux arcs-en-ciel avant de pouvoir continuer notre travail. Super. C'est super beau. Comment se déroule l'émission du Rhum? Alors pour nous, le travail sur le terrain, ça commence au Rhum quand on envoie nos équipements à Calgary. Donc c'est un camion qui va transporter tous nos équipements, le matériel qu'il nous faut pour faire nos missions. Et donc, c'est envoyé à Calgary en camion et à la base enfin voilà, à l'entrepôt des camions de Calgary, on va louer un petit wagon et là, on va récupérer notre matériel. Donc, qui est entreposé dans des palettes comme ça en bois avec pas mal d'équipements, hein, ça va des jerrycans d'eau au papier toilette, jusqu'au, évidemment, les burins, les marteaux et l'équipement d'empaquetage. Ensuite, ben, on se retrouve, on prend tout cet équipement et puis on se dirige vers les montagnes rocheuses, hein. Entre Calgary et les montagnes rocheuses, c'est environ 2 heures, 2 heures et demie de voiture. On s'arrête souvent à un hôtel. Là, on commence à tout emballer pour que ce soit bien prêt enfin, pour la mission. Là, vous voyez des choses un petit peu bizarres peut-être, ou des choses que vous reconnaissez, comme des nouilles de piscine qu'on utilise pour empaqueter nos fossiles. Je vous ferai voir un peu plus tard des photos de l'utilisation de ces nouilles de piscine qui sont très utiles pour nous. Puis on utilise des journaux aussi pour impacter les fossiles qui se retrouvent ensuite dans des conteneurs, dans des pelles, des barils et donc on empaque les fossiles dans ces barils et ensuite ils sont acheminés au Rhum. Là, on déballe tout à la base de la montagne. Et en entendant, comme vous pouvez imaginer, c'est beaucoup d'équipements, donc on ne porte pas ça sur notre dos, hein. On va utiliser un hélicoptère pour venir nous aider. Et donc l'équipement est mis dans des gros filets comme celui-ci. Et ensuite, ben, les filets sont déposés là où on veut travailler. Et c'est là où on va commencer à déballer et à construire notre camp, si vous voulez. Donc, l'hélicoptère, c'est pratique, hein, parce que ça nous permet d'aller dans des endroits qui sont très difficiles d'accès. Et puis, surtout, ça va aussi beaucoup plus vite. Ça nous permet de commencer notre travail euh, dès qu'on, dès que possible. Donc là, c'est un de nos campements. Après un petit orage, vous voyez ces magnifiques petits arcs-en-ciel. Ça, c'est une photo de 2014. Et le lendemain de ce petit orage, on a trouvé un site exceptionnel qui s'appelle le Marble Canyon. Et juste à gauche du flanc de cette montagne-là, en faisant la prospection. Donc, c'était vraiment, les arcs-en-ciel nous ont vraiment donné bonheur, beaucoup de chance en tout cas pour la découverte de fossiles dans cette zone-là. Euh, Quand on est établi, quand le camp est établi, notre équipe, avec notre équipe, nos étudiants et mes étudiants et puis des collègues, on s'achemine à flanc de montagne pour faire la prospection. Donc, c'est là où en fait, on va regarder les fragments de roche qu'on voit ici, par exemple, et on va voir s'il y a des fossiles dedans ou pas. Et puis, donc, il y a une grosse phase de prospection dans le part de mon travail où on fait des randonnées de montagne de plusieurs kilomètres par jour, en portant quand même pas mal de matériel aussi sur notre dos pour la journée. Euh, et alors, des fois, donc là, on part du camp
Vous voyez le petit camp là qui est sur la flanc de falaise là. Donc là, c'est au départ et vous voyez qu'on porte des casques de sécurité parce qu'il y a des flancs de montagne, hein, il peut y avoir des chutes de pierres, il faut toujours faire attention. Et puis donc, on se retrouve sur des talus rocheux comme ça. Pour nous, c'est le paradis parce que tous ces flancs de montagne là, à la base de falaises, ben, en fait, c'est là où on retrouve beaucoup de roches qui sont effondrées des falaises, qui ont déboulé, qui sont fragmentées et ouvertes. Et donc, ben, c'est là où on trouve beaucoup de fossiles généralement. Et puis, c'est un peu plus sécurisant aussi de travailler un peu plus loin que la base des falaises. Alors, des fois, il faut aller jusqu'en haut des montagnes hein, pour trouver les fossiles. Là, on se retrouve à presque 3000 mètres d'altitude. Et vous voyez, il y a des dalles de roche ici à la base des pieds de mon étudiant ici, Joseph Moswak. À l'époque, il était étudiant. Maintenant, il est conservateur au Manitoba. Et donc, ce sont des fossiles hein, qui se retrouvent en haut des montagnes, alors qu'à l'époque cambrienne, il y a 500 millions d'années, on parlait ces organismes vivaient dans des milieux marins, tropicaux, environ 100 mètres de profondeur. Et donc là, avec toute l'histoire géologique qui s'est passée entre l'époque cambrienne et aujourd'hui, ben maintenant on les retrouve au sommet des montagnes. Euh, voilà. Voilà notre principale, disons, partie du travail dans la prospection. C'est très important. Ça nous permet de vraiment découvrir de nouveaux sites. C'est un travail super physique, hein? Tout à fait. C'est du travail qui demande beaucoup d'endurance, disons, physique, où ça permet, où il faut être dans des conditions physiques assez correctes pour pouvoir faire des randonnées de 15-20 km avec des dénivelés qui sont plus de 1000 mètres des fois dans la journée. Donc, oui, les petits déjeuners sont bien copieux le matin, là. Et puis, on a des barres d'énergie qu'on prend dans la journée pour nous permettre de continuer à travailler. Wow. Vous avez parlé qu'il faut que ça soit sec pour être en sécurité. Est-ce que vous perdez beaucoup de temps à cause des orages? Oui, alors en fait, ça dépend vraiment des années. Des fois, en 3 semaines, il n'y a pas une goutte d'eau, donc c'est le paradis pour nous. Enfin, c'est le paradis jusqu'au moment où on n'a plus d'eau non plus pour boire. Mais des fois, oui, j'ai eu des missions où, surtout au mois de septembre, au début septembre, c'est très aléatoire. Et je me rappelle, j'avais prévu de travailler 2 semaines au début de septembre, une année, et puis finalement, on a travaillé que 5 jours. Nous, on travaille tous les jours, hein, même le week-end, parce que quand on va dans des missions comme ça sur le terrain, c'est coûteux et puis ça prend du temps. Donc, nous, on travaille tous les jours, mais disons en 14 jours de temps, hein, et pour 2 semaines, on a travaillé que 5 parce que le reste du temps, on était dans les tentes, il pleuvait, il faisait froid. Et oui, c'était dangereux hein, de marcher sur des dalles comme ça. Il y a des lichens, et on les voit un petit peu peut-être sur cette photo, il y a des lichens blancs là. Quand c'est mouillé, ça glisse beaucoup. Hein. Faut faire très attention. Wow. Notre discussion aujourd'hui est dans le cadre de l'exposition du photographe naturaliste de l'année. Est-ce que vous voyez des animaux pendant vos missions? Alors, on voit des animaux, c'est pas trop commun parce que nous, en fait, on travaille surtout dans les zones qui sont au-dessus du niveau d'implantation des forêts. Donc, généralement, au-dessus de 2500 mètres, on ne trouve pas de forêt. Là, on voit en fait sur cette photo, vous voyez les forêts, souvent elles sont brûlées. D'ailleurs, on voit ici, là, il y a une grande partie de la forêt qui a brûlé ici sur cette image. Mais disons que les, les, les arbres ne peuvent pas pousser au-delà d'une certaine altitude. Après, donc, ils sont détruits par les éléments, la neige, les avalanches, etc. Donc, vous voyez des arbres qui poussent peut-être au mieux à 2200 mètres ou 2100 mètres. Donc, nous, on travaille souvent au-dessus. Donc, il y a généralement moins d'animaux, mais on en trouve de temps en temps. Je vais vous montrer quelques-uns qui sont assez remarquables. Euh, et ça inclut le lagopède à queue blanche.
C'est un animal magnifique, on dirait une petite poule. Euh, et ça fait ça fait un bruit que ça parle comme une poule en fait, hein. Et souvent on les voit l'été avec leurs petits. Et quand je dis on les voit, vous les voyez ici? Ils sont très difficiles à voir. Et en fait, ils sont aussi, ils sont pas timides du tout. Ils se réfugient pas. Donc, on peut marcher toute une équipe à 50 centimètres, ils vont pas bouger. D'ailleurs, c'est une sorte de défense s'ils ne bougent pas parce qu'ils ne veulent pas se faire opérer. Mais ils ont un camouflage. Les plumes se distinguent très mal, en fait, avec les pierres et les roches, et, enfin les végétaux qui sont alentour. Alors, je vous montre une photo qui est d'un animal qui est très très rare, qui s'appelle le glouton ou le carcajou. Vous n'avez peut-être pas entendu parler, ou c'est pas un animal très très commun. Dans le parc national Yoho, généralement, on ne le voit jamais. Et nous, une année, on l'a vu à flanc de notre site. Là, c'est une photo avec un téléobjectif. Donc, l'animal était plus loin hein, sur enfin, il était assez loin. Donc, j'ai pris une photo au téléobjectif. Ça, c'est un zoom. Je m'excuse de la qualité de la photo. Si j'avais eu un appareil professionnel plus gros, j'aurais pu prendre une belle photo là. Mais c'est un animal qui a des grosses pattes, c'est un carnivore, hein. C'est un animal qui est assez gros, hein, qui fait à peu près 1 mètre de long. Et, euh, et donc, comme je disais, c'est quelque chose de très rare. Euh, Par contre, ce qui est plus commun, ce sont les chèvres des montagnes rocheuses. Alors eux, ils sont souvent très curieux l'été, ils viennent nous voir. Et c'est pas seulement un ou deux, hein, c'est une troupe qui se balade comme ça, qui pèse sur les flancs des montagnes au-dessus de justement vers là où on travaille. Et ils sont très cool, hein. Des fois, on les voit au-dessus de nous. Si on passe un bon moment pendant 1 heure ou deux, bah, ils vont rester là aussi, nous regarder. Là, c'est un petit bébé, c'est magnifique comme animal. Alors l'été aussi, ce qui est que, c'est que j'ai pas d'image, mais ils changent de pelage. Donc, ils ont le pelage d'hiver qui commence à tomber là, au mois de juillet. Ça fait des espèces. Ils sont pas très jolis à cette époque-là parce qu'ils sont à moitié avec des grosses épaisseurs de laine noire, sale, et puis une partie qui est bien propre. Là, au mois d'août, ils sont bien propres tous. Ils ont tous perdu leur pelage d'hiver. Ils sont tous prêts pour affronter une autre saison. Il y a aussi des oiseaux, mais ils sont assez rares. Comme je disais, il n'y a pas beaucoup d'arbres. Là, c'est un endroit qu'on a franchi pour aller sur nos zones. Donc, c'est une zone forestière. Là, c'est un gros bec des pins. Ça, c'est pas trop commun non plus là où on travaille. Il y a aussi le tétras du Canada. Et puis, des animaux que vous connaissez tous, sans doute, c'est le grizzly. Alors, heureusement, on ne les voit pas souvent. Là, vous voyez, il y a une clôture électrique. Ces trois fils jaunes que vous voyez, c'est une clôture électrique qui est autour de notre camp. C'est une des conditions des parcs canadiens pour qu'on puisse travailler dans certains endroits. On est mandaté à mettre une clôture électrique, ce qui est pas mal, hein. On se sent en sécurité derrière la ligne électrique. Cependant, il n'a pas testé l'ours. Il a regardé, il nous a regardé, puis après il est parti. Bon, mais c'était mieux comme ça, je pense. Ouais, disons on les voit pas souvent, les ours grizzly. Il y a aussi des ours noirs, hein, des ours bruns. Donc, le grizzly, lui, il a une bosse derrière la tête. Et il a une tête un peu plus carrée aussi. Donc, c'est des gros animaux, hein. Mais ils sont pas aussi gros que l'orignal. Ça, c'est une femelle aussi autour, pas très loin d'un de nos camps, avec des fleurs magnifiques. Là, ça, c'était au mois de juillet. Et c'est des fleurs qui poussent en fait dans des zones qui avaient brûlé. Vous voyez que la forêt ici avait brûlé il y a à peu près, je dirais, une vingtaine d'années, hein. Et ben, il y a encore des troncs calcinés qui se voient. Et puis ça donne une sorte d'acidité au sol qui permet à ces plantes d'être très épandues à cette époque de l'année. Des fois, d'entières zones des montagnes sont roses comme ça. C'est magnifique. Mais l'orignal, lui, par contre,
elle a décidé de venir nous voir un peu plus et elle a sauté au-dessus de la clôture électrique. On était, quand j'ai pris cette photo, on était 8 membres de l'équipe. Il y avait 4 membres des parcs canadiens qui venaient nous visiter. Justement, on était 12. Et ben, elle n'a pas eu peur. Elle a juste franchi la ligne. Elle a traversé le camp. Et puis, elle a bien dit que, bon, elle n'était pas très contente de nous voir à cet endroit-là. Voilà, donc ça, c'est nos aventures avec les animaux. Bon, généralement, c'est des aventures qui se terminent toujours très bien pour l'instant. Oh, c'est tellement beau. Euh, donc, j'imagine que vous trouvez beaucoup de fossiles. Pouvez-vous nous montrer des photos? Alors oui, alors les fossiles qu'on trouve sur le terrain, c'est vraiment, d'abord, on les trouve ben, en fait sur les dalles de roches qui se trouvent un peu partout, hein, qui sont tombées de falaises, comme je vous l'ai dit auparavant. Donc ben, des fois, on trouve des fossiles magnifiques comme celui-ci, là. C'est un trilobite. C'est un animal qui s'apparente aux écrevisses, et aussi aux araignées, et aussi euh, aux insectes. Donc, c'est un animal qui s'appelle un arthropode. C'est un animal et là, c'est un trilobite, donc c'est un groupe qui ne vit plus aujourd'hui, mais c'est un groupe d'animaux qui sont très communs dans certains sites. Là, c'est le site qui s'appelle le site des trilobites, des bancs de trilobites sur la montagne Stephen, à côté du village de Field. Et puis ça, c'est notre petite collection de fossiles qu'on a trouvé, bah, ça c'était, je pense, l'année dernière, sur un autre site qui n'est pas encore étudié. Et donc, bah, on voyait donc beaucoup de trilobites là. Mon walkie-talkie là, il fait près 15-20 cm de long, donc ça vous donne une idée de l'échelle, hein. Euh, alors, des fois, ben, les fossiles qui sont à pan de coteaux comme ça sont couverts de lichen, hein, parce qu'ils ont peut-être été mis là depuis enfin, ils sont au flanc de ces montagnes pendant des années, des dizaines d'années, peut-être des centaines d'années. Donc, les lichens, ils poussent. Là, à côté du burin, vous voyez un petit. Je vais vous montrer avec ma flèche. Là, vous voyez un fossile qui est ici, là. Et puis là, sur la photo de gauche, vous voyez un trilobite ici. Alors, il y a, après qu'on ait trouvé les fossiles sur le terrain, sur les flancs de montagne, on va essayer de trouver la source de ces fossiles, hein, parce que nous, ce qui nous intéresse en tant que paléontologue, c'est de trouver la zone de roche d'où ils proviennent. Et donc, bah, c'est des strates, hein, de boue qui sont accumulées il y a 500 millions d'années. Puis ces strates de boue, elles sont solidifiées, elles sont devenues de la pierre. Et donc, bah, nous, aujourd'hui, eh ben, on suit ces strates de pierre quand on fait des prospections. Et on va essayer de trouver l'endroit où ces fossiles qui ont été détachés à un moment donné proviennent. Donc, c'est là qu'on va faire une petite carrière, une zone et on va commencer à extraire les roches, comme vous voyez ici, où on utilise des différents outils pour extraire des blocs de différentes tailles. Les premiers sont assez gros, puis après, on les réduit et puis on essaie on les clé, on utilise un marteau et un burin. Vous voyez ma technicienne ici à gauche, Marianne Kramé, qui travaille au Musée royal de l'Ontario aussi, et avec différents étudiants et volontaires. Et donc, après cette étape-là, eh ben, on va commencer à numéroter, emballer. Vous voyez certains des outils qu'on utilise. Ça va du petit burin au plus gros burin, puis marteau-piqueur. Euh, et donc, quelques photos de fossiles, hein, vous voyez, ça, c'est un animal qui a corps mou, donc c'est pas un trilobite, c'est un animal qui a pas de partie minéralisée, donc qui est préservé de façon beaucoup plus plate. Et des fois, on a été obligé d'utiliser une scie hydraulique pour pouvoir réduire le poids en fait des roches qu'on collecte. Et donc voilà, on ne peut pas faire ça tout seul, hein. Donc, quand je vous parlais de l'équipe, là, c'est toujours une équipe d'entre 4 et 8 personnes généralement qui s'occupent de ces collections et de ces fouilles. Et puis l'empaquetage, hein, c'est toujours un moment assez crucial. Là, pour les grosses dalles, on utilise les nouilles euh,
de piscine, comme je vous en ai parlé auparavant. Et puis pour les petits fragments, ben, après les avoir numérotés, on les impacte avec des papiers journaux. Et voilà, donc là, on est à la fin de notre mission où tout est empaqueté dans des caissons, dans des barils. Et puis là, on est prêt à tout mettre sur place pour les envoyer à Toronto en camion. OK. Donc, là, on va passer aux questions. Donc, un rappel à ceux qui se sont joints à nous aujourd'hui, si vous avez des questions, vous pouvez les soumettre en utilisant la fonction question-réponse. Donc, on a une question de Raymond qui demande euh, pourquoi effectuez vos recherches à 2500 mètres d'altitude? Je croyais que les fossiles les plus anciennes se trouvaient dans les couches plus basses. Ah oui, bah, c'est une très bonne question. Bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ces couches qui étaient plus basses, et ben, du fait que les montagnes rocheuses se sont déroulées, les couches plus basses sont devenues très en haut des montagnes. Il y a eu une compression de terrain, donc imaginez deux plaques tectoniques comme celle-ci, là, ça c'est mes deux mains, et si vous voyez, Oui? et ben, il y en a une qui passe en dessous, et puis les roches qui sont en dessous, ben, elles se retrouvent en fait en hauteur. Ah, Et puis, OK. du fait de l'érosion, bah, les couches qui sont plus récentes, bah, elles sont érodées et ce qui reste, c'est les couches les plus anciennes en dessous. OK. Megan dit merci pour la présentation. Je suis allée à Yoho à l'automne, mais trop tard dans la saison pour les randonnées guidées des schistes argileux de Burgess. Donc, c'est possible d'aller visiter les places où vous faites vos recherches? Alors, il y a trois visites guidées des parcs canadiens qui se déroulent chaque été. Et donc, il y a une période un peu particulière. Donc, ça commence généralement au début juillet ou à la fin juin, mais généralement du début juillet au tout début septembre, ou des fois, c'est juste la fin du mois d'août. Et donc, donc, les visiteurs peuvent voir trois sites différents. Il y en a deux à Yoho et un au parc national Kootenay. Par contre, les visiteurs ne peuvent pas venir sur des sites actifs, de recherche actifs. Ce sont des sites qui sont en cours d'étude. Et pour des questions de sécurité, on ne peut accepter de visiteurs. Enfin, Canada n'accepte pas de visiteurs pour le moment. OK. Encore un rappel, si vous avez des questions, les soumettre dans la fonction question-réponse. Moi, je voulais vous dire aussi qu'il y a Oui. une ressource importante en français. C'est le site des schistes de Burgess qu'on a lancé avec les parcs canadiens il y a quelques années. Et donc, ça vous donne une vue d'ensemble des schistes de Burgess. Ça va d'une galerie de fossiles assez complète. Donc, ça vous montre tout un tas de fossiles qui ont été trouvés sur les schistes Burgess avec des reconstructions de ces animaux, jusqu'à des reconstructions numériques de la faune et de la communauté des schistes de Burgess. Et puis, tout des chapitres sur la science, sur l'histoire, et puis des ressources aussi pour les éducateurs et ceux qui veulent être intéressés pour justement visiter les parcs, des sites, les trois sites dont je vous ai parlé. Donc, vous pouvez cliquer directement ici sur une colonne visiter. Et puis aussi au musée, on a ouvert en 2021 la Galerie de l'Orbe de la Vie qui présente la plus importante collection des schistes de Burgess qu'on connaisse. Et donc, on a plus de 200 spécimens qui recouvrent la plupart des animaux, des groupes d'animaux qui ont été trouvés. Donc, on vous invite tous à venir voir cette galerie qui est assez compréhensive sur les schistes de Burgess. Oui, c'est l'une de mes galeries préférées au musée. On a une question de Sacha qui veut savoir, c'est quoi ton animal préhistorique préféré?
Ah, ça doit être un animal des schistes de Burgess. Je pense que ça serait Lucigenia. C'est un animal qui est représenté sur ce logo ici. Euh, et c'est un animal, c'est un sort de ver avec des pattes et avec des grosses épines sur le dos. C'est un animal qui n'existe plus aujourd'hui, mais il est très mignon. Si vous venez voir Oui. la galerie de l'Arbre de la vie, vous verrez ce vraiment très petit mignon vert avec des pattes qui fait à peu près 1,5 cm de long. Et bah, il a une grosse histoire, lui. Il nous permet de mieux comprendre l'origine du plus gros groupe d'animaux actuels que l'on connaisse. Vous avez parlé déjà des arthropodes. Eh ben, c'est un animal qui, justement, un ancêtre de ce grand groupe qui est le plus diversifié aujourd'hui. Oui, j'aime beaucoup l'histoire de Hallucigenia, comme il y a eu tellement de mystères, quel côté étaient les pattes, quel côté était la tête. Oui, tout à fait. Ouais, quand on a des fossiles, des fois, hein, c'est très difficile de savoir. Tant qu'on n'a pas le spécimen clé qui permet de voir non, où est la tête, c'était le cas. Nous, au Rhum, on a découvert ça. On a des spécimens qui nous ont permis de mieux découvrir, de découvrir en fait, euh, qu'est-ce que était le bas de l'animal et la tête. Oui. OK. Dernière chance, si vous avez des questions, on est maintenant la fonction question-réponse. Je pense que c'est toutes les questions pour aujourd'hui. Donc, merci à toutes et à tous d'avoir participé à notre causerie aujourd'hui et merci à Jean-Bernard d'avoir partagé le travail et les expériences de son équipe avec nous. Nous serons ravis de rester en contact et de suivre l'évolution de votre travail. Merci beaucoup, Julie, et merci à tous pour avoir assisté à cette présentation aujourd'hui. Merci. Nous espérons vous revoir bientôt dans le cadre de notre programme en ligne ou en personne. Et merci et bon après-midi.